merci à tous d'être venus nombreux. Comme effectivement on l'a dit tout à l'heure, la salle soit fermée à d'autres personnes, et je reviendrai. Merci aux organisateurs de ces conférences de m'avoir invité et de donner l'opportunité de pouvoir parler un petit peu de la mémoire qui fonctionne, de la mémoire qui fonctionne un petit peu moins bien, de savoir pourquoi ça fonctionne moins bien et qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire pour essayer de remédier aux troubles qui peuvent apparaître parfois. Alors, on va d'abord commencer par parler de la mémoire. Donc, d'abord, la mémoire, qu'est-ce que c'est ? La mémoire, c'est une faculté essentielle puisque la mémoire, elle construit votre identité. La mémoire, c'est quelque chose qui elle dépend en fait de votre environnement. La mémoire, elle va dépendre de ce que vous apprenez, ce que vous savez faire, tous vos souvenirs, tout ce qui vous construit finalement, tous ces souvenirs qui font partie de votre identité, tout ça c'est là. Ah, c'était pas assez fort. Hein. Oui. Donc voilà, donc cette mémoire c'est cette faculté essentielle de se rappeler tout au long de votre existence, de tout ce qui vous a construit, de toutes ces interactions sociales avec votre environnement, toutes ces connaissances donc, et savoir-faire qui font que vous êtes vous. De façon très synthétique, la mémoire, comment ça fonctionne pour avoir un souvenir qui va se faire. Vous avez trois étapes principales pour créer ces souvenirs. Vous avez d'abord ce qu'on va appeler l'encodage. Ce mot barbare d'encodage, finalement, c'est simplement ce que vous percevez de votre environnement par vos sens, votre vue, votre ouïe, le toucher. Et cette transmission d'informations jusqu'à votre cerveau. Donc ça va être l'encodage. Vous entendez quelque chose, l'information nerveuse, donc l'interprétation de ce que vous entendez, ça va arriver jusqu'à votre cerveau. Et ça va être stocké en deuxième lieu dans une région du cerveau qui est centrale, qui s'appelle l'hippocampe. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous vous intéressez à la mémoire. Donc c'est un peu le carrefour finalement de toutes ces informations sensorielles que vous percevez. Et ces informations vont être stockées à cet endroit-là pour après être redistribuées, on verra tout à l'heure, dans différentes zones du cerveau. Et la troisième étape importante finalement de la mémoire, c'est de pouvoir après être capable de récupérer finalement ce souvenir qui a été créé pour pouvoir le réutiliser. Donc c'est un chemin d'encodage, l'information qui vient, le stockage et ensuite cette capacité de pouvoir aller rechercher l'information. Vous n'avez pas une seule mémoire, vous en avez plusieurs. Alors, d'abord, vous avez deux grands types de mémoire, pour être schématique. Vous avez une mémoire à court terme. Donc cette mémoire à court terme, simplement, on va discuter ensemble, et puis je vais vous donner, par exemple, 5 à 9 mots à retenir, et vous allez être capable de les restituer sur une période, en général, inférieure à 1 minute. Et cette mémoire à court terme, elle va disparaître assez rapidement au cours du temps. Donc au début, vous êtes capable de me redonner ces mots vite, et puis petit à petit, ça s'en va. C'est normal, parce que dans tout processus de mémoire, il y a un processus d'oubli. Et donc, également dans la mémoire à court terme. Et puis après, vous avez le stockage, donc vous passez par votre hippocampe, et vous arrivez dans la mémoire à long terme. Donc cette mémoire à long terme qui ne se mesure plus en termes de minutes, ni ces petites unités de temps, mais en heures, en jours, en années. Et c'est toute cette mémoire à long terme qui va vous permettre d'avoir des souvenirs sur votre existence, vous permettre de comprendre le sens des mots, vous permettre d'avoir des habiletés manuelles ou simplement apprendre à manipuler un crayon, des choses que vous n'oublierez pas après. Donc tout ça c'est la mémoire à long terme, et également dans cette mémoire à long terme, vous avez un processus d'oubli. Alors j'insiste juste une petite seconde sur l'oubli, parce que oublier, c'est bien. Si vous n'oubliez pas, votre cerveau, au bout d'un moment, il n'en peut plus, il est fatigué, il a besoin d'oublier de façon régulière pour pouvoir faire de la place aux nouvelles informations qui arrivent et ne stocker que les choses qui sont importantes. Il y a certaines personnes qui sont dites hypermnésiques, et ce sont des personnes qui ne sont pas capables d'oublier. Souvent, c'est une hypermnésie qui est autobiographique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui se souviennent de tout le temps, et de façon continue.
continuel, ils ont un défilé de souvenirs, de tout ce qu'ils voient, de tout ce qu'ils apprennent, et ça pollue l'existence, et c'est vraiment absolument, c'est une pathologie qui est vraiment très compliquée. Donc oublier, même si parfois on peut être inquiet, mon Dieu j'ai oublié telle chose, et comment il s'appelle, non, oublier c'est bien, il ne faut pas s'inquiéter toujours lorsqu'on oublie. Le processus d'oubli est un processus normal. Et dans la mémoire à long terme, vous avez ensuite différents types de mémoire. Alors, vous allez trouver différents types de définitions, des différentes classifications de la mémoire, mais souvent vous retrouverez celle-ci. La mémoire épisodique, donc là c'est la mémoire des souvenirs, vous allez avoir un contexte particulier, à tel endroit, à tel moment, avec telle personne. Donc là vous avez un exemple, donc mariage, mais ça peut être une fête entre amis, ça peut être voilà, n'importe quel moment, vous avez plusieurs composants donc, de ce souvenir. Vous avez la mémoire sémantique, donc, qui va vous permettre de connaître, vous rappeler le sens des mots, ou simplement ce qui va vous permettre de savoir de vous souvenir que Paris est la capitale de la France. Vous avez la mémoire procédurale, donc ça c'est tout ce que vous savez faire, ce que vous avez appris une première fois et vous n'avez pas besoin d'y penser pour le refaire. Vous avez appris une fois à faire du vélo, une fois que c'est intégré, hop, vous n'avez pas besoin de repenser une fois quand vous êtes sur votre vélo à la façon dont vous allez devoir pédaler pour avancer. Et puis, vous avez la mémoire perceptive. Donc là, comme vous pouvez le voir, ça c'est la mémoire des sens, ce qui vous permet de reconnaître une odeur. Vous avez une odeur de chocolat, vous savez que ça sent bon, vous vous rappelez pourquoi. Et donc voilà, donc, tous les autres sens également. Donc vous n'avez pas une seule mémoire, mais plusieurs mémoires. Et vous avez des facteurs qui influencent cette mémoire, cet apprentissage. Vous avez l'attention, plus on est concentré en général, mieux ça marche. Vous avez l'état émotionnel. Alors, parfois, les chocs émotionnels peuvent aussi affecter la mémoire dans le sens où ça peut vous empêcher, enfin, créer des petites amnésies, mais ça peut également fixer les idées. Et vous avez la motivation. Quand vous souhaitez vraiment, alors je prends souvent les exemples d'écoliers, mais ils ont vraiment, quand on a vraiment envie d'apprendre quelque chose, on y revient, on est motivé, on a envie de le faire et ça va mieux s'imprimer dans le cerveau quand on a cette motivation, avec la répétition. Et également, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça vous est certainement arrivé quand vous essayez de comprendre quelque chose et puis ça passe pas, et tout d'un coup, ah, lumière, ça passe. Et bien là, vous savez que ce que vous venez d'apprendre, ça va être beaucoup mieux imprimé en fait, dans votre cerveau, parce que vous avez cet aspect de compréhension qui est entré en ligne de compte. Où est-ce qu'elle se situe cette mémoire? Donc, quand vous avez un souvenir qui se crée, eh bien, vous avez donc, le passage par l'hippocampe. Donc l'hippocampe, c'était la région voilà, ici qui est centrale. Et après, selon le type de mémoire, donc la mémoire épisodique, c'était quand on avait, c'était l'image du mariage tout à l'heure, avec un contexte particulier, c'est un moment avec certaines personnes, donc plusieurs éléments dont on se souvient, les épisodes de la vie, finalement. Donc là, vous voyez que comme ça intervient sur plusieurs aspects, eh bien, ça va toucher plusieurs régions en fait, du cerveau. Vous avez la mémoire à court terme, qui va se situer plutôt au niveau, ce qu'on appelle au niveau frontal, donc devant, à l'avant de votre cerveau. La mémoire sémantique, ici, au niveau temporal, donc là c'est la mémoire des mots, le sens des mots. La mémoire procédurale, donc là c'est quand vous apprenez à faire du vélo, vous apprenez à nager, tous ces gestes, toutes ces choses, apprendre à manger, toutes ces choses auxquelles vous n'avez pas besoin de penser pour les faire. Donc ici vous avez le cervelet et là le cortex prémoteur, donc c'est plus quelque chose pour les gestes, pour le type moteur. Et ce qui est intéressant en fait, c'est pas la peine après bien entendu de se rappeler chaque endroit, mais surtout ce qui est intéressant c'est que cette mémoire en fait, le souvenir qui passe avec ses différentes composantes au niveau de l'hippocampe, après elle va être divisée, donc les différents éléments vont être divisés dans les différentes régions du cerveau, donc finalement c'est rangé dans les cases. Vous avez un souvenir global, vous direz, ah bah tiens, tel endroit c'était sympa, il y avait telle personne, il faisait beau, c'était comme ça, et bien l'endroit va être stocké dans l'environnement, les personnes ou tel mot va être stocké dans la mémoire sémantique. Donc vous avez vraiment une catégorisation comme ça des souvenirs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on se dit, ah, j'ai oublié où est-ce que c'était, je m'en souviens plus. Et en fait, on arrive parfois, en récupérant un petit morceau de souvenir, à avoir après tous les autres. Parce que du fait de cette classification-là, un souvenir n'est jamais totalement perdu. Et pour mieux fixer les choses, en fait, là, je vous montre un exemple d'encodage, c'est-à-dire de mémorisation.
Vous êtes à la plage et vous avez donc le contexte de la plage, la mer, il fait beau, vous avez votre parasol. Vous avez votre information sensorielle, donc votre cortex visuel, hein, votre vision, qui va vous donner cette information-là. Ça va passer après dans l'hippocampe. Donc là, vous avez votre synthèse en fait des éléments sensoriels. Et ensuite, vous allez avoir une partie qui va être stockée, alors peu importe le nom des cortex, hein, mais une partie qui va être stockée dans la zone du contexte et une partie qui va être stockée dans la zone objet. Vous avez votre parasol. Bon, voilà, vous avez votre encodage, votre souvenir qui est créé. Et quand vous voulez vous en souvenir, il y a besoin de juste d'un amorçage, et ce n'est pas nécessaire de se souvenir de tout. Vous allez voir un parasol, c'est toujours votre cortex visuel qui va intervenir pour ce souvenir-là. Lui, il va aller directement, par analogie, chercher dans le cortex objet, parasol, tiens, ça me rappelle ce parasol-là, et par association, tac, lui, il va aller chercher le contexte, et vous avez votre souvenir qui est récupéré. Donc, quand vous vous souvenez de quelque chose, vous avez les informations qui passent par l'hippocampe, qui sont classées, et il suffit après d'avoir un morceau de ce souvenir à l'inverse pour pouvoir récupérer après les différents morceaux en fait, de ce souvenir qui sont dans les différentes cases du cerveau. Donc c'est une classification, voilà, rangée mais dispersée, et c'est comme ça que ça fonctionne. Là, je vous donne un autre exemple, je ne sais pas si je vous donne juste quelques secondes pour savoir si vous arrivez à lire ce qu'il y a écrit. Là, vous avez fait marcher votre mémoire sémantique. La mémoire sémantique, donc la mémoire des mots, vous avez eu l'amorçage avec votre cortex visuel, qui fait que pour pouvoir lire un texte, il suffit d'identifier les premières et les dernières lettres qui servent d'amorçage pour reconnaître le mot. Vous avez le début, vous avez la fin, vous avez la mémorisation, et hop, la mémoire sémantique vous permet de récupérer l'ensemble après de votre phrase. Donc, amorçage et association. Donc voilà pour, de façon générale, votre mémoire, à court terme, à long terme, différents types de mémoire, donc les mots, les souvenirs, les mémoires épisodiques, tout ce qui est instinctif, hein, implicite, donc ce que vous avez appris et des choses auxquelles vous n'avez pas besoin de penser pour les refaire. Et puis, donc, ce stockage rangé mais dispersé et l'amorçage du souvenir pour récupérer après ces souvenirs. Donc ça, c'est quand ça fonctionne. Parfois, donc, vous pouvez également avoir donc, des troubles de cette mémoire et vous avez différents types de troubles. Alors, il y en a plein, hein, mais on va dire dans les grandes catégories. Voilà, je vous ai mis 4 catégories ici et il y a un piège. Et le premier piège, c'est que le vieillissement, ce n'est pas une maladie de la mémoire. Et alors, j'insiste là-dessus parce que on s'inquiète très souvent, dès qu'on prend un peu d'âge, de se dire « Ah, mais j'oublie tout, j'ai la maladie d'Alzheimer, j'oublie mes lunettes dans mon frigo, je ne me rappelle plus les noms de telle ou telle personne. » Alors ça, c'est normal. C'est un vieillissement cognitif normal. Ce n'est pas les troubles qui sont dus au vieillissement, ce ne constitue pas une maladie. Le corps humain est constitué de différents organes, tous ces organes vieillissent avec le temps, le cerveau en fait partie, et donc il est normal d'avoir un fonctionnement, on va dire, un petit peu plus lent de cette mémoire. On va avoir donc ce vieillissement cognitif normal avec des difficultés à se concentrer quand on est distrait. On a un peu plus de mal à faire plusieurs choses à la fois. On peut voilà, avoir un petit peu plus de temps pour réagir, pour essayer de se souvenir de quelque chose, mais les souvenirs sont là et ça finit par venir. Donc il ne faut pas faire d'analogie entre les troubles de la mémoire et le vieillissement. On peut quand même, donc j'en mets, hein, ce n'est pas une maladie, qu'on a de la mémoire qui va être le plus facilement touchée avec ce vieillissement, ça va être la mémoire à court terme, donc les souvenirs récents, la mémoire épisodique pour les nouveaux souvenirs, donc peut-être un peu plus de difficulté à encoder, donc à enregistrer de nouveaux souvenirs. Et puis la mémoire prospective, donc ce dont on a besoin pour pouvoir se projeter dans l'avenir immédiat. Ah, il faut que je fasse ça, demain, il faut que j'aille à tel ou tel rendez-vous, et bon, ça part un petit peu plus vite, effectivement, que le reste. Par contre,
on conserve en général bien la mémoire sémantique, la mémoire des mots, les connaissances, les choses qu'on a apprises, les mémoires épisodiques, donc les souvenirs anciens, et la mémoire procédurale, donc tout ce qui est, encore une fois, le vélo, la natation, enfin, pour donner des exemples, mais donc tous ces gestes, toutes ces choses qui sont intégrées et que vous connaissez sans y penser. Donc voilà pour le piège, entre guillemets. Par contre, après, donc, dans les vrais troubles de la mémoire, je vais passer rapidement sur l'agnosie, mais qui en fait quand même partie. L'agnosie, c'est un trouble de l'interprétation des sens. En fait, l'agnosie, c'est par exemple, vous ne reconnaissez pas un visage et vous le voyez bien, mais vous n'arrivez plus à savoir qui c'est. Ou vous entendez un son et vous n'arrivez plus à savoir à quoi correspond ce son. En fait, c'est un trouble du sens, donc un trouble de la vision ou un trouble de l'audition, mais ce n'est pas le sens c'est pas l'audition ou la vision qui a un problème. Le problème, c'est l'interprétation, c'est la transmission en fait de l'information au cerveau. C'est le cerveau qui ne comprend plus. Le cerveau ne comprend plus ce son, ou il ne comprend plus ce visage. Donc c'est pas le sens qui est en question, c'est juste le codage, en fait, l'explication de cette information sensorielle au cerveau qui ne fonctionne plus. Donc vous avez donc, ce type de trouble de la mémoire. Vous avez également des troubles amnésiques ou l'hypermnésie. Donc l'hypermnésie, c'est de ce dont je vous parlais tout à l'heure, hein, qui est souvent autobiographique, quand on se souvient de tout, et que ça devient invivable. Et à l'inverse, vous avez l'amnésie. Donc là, vous ne vous souvenez plus. Ça peut être une amnésie rétrograde, donc du souvenir avant, antérograde. Vous n'arrivez pas à enregistrer les informations qui arrivent vers vous au fur et à mesure. Ça peut être temporaire ou plus long. Et ça peut être dû à énormément de causes différentes. Des traumas crâniens, par exemple. Ça peut être dû à des infections comme des encéphalites. Ça peut être dû à des abus de médicaments, d'alcool, le syndrome de Korsakoff notamment. Vous pouvez aussi avoir quelque chose de très classique, par exemple en neurologie, un des principaux motifs de consultation en cas d'amnésie, c'est l'ictus amnésique. Et alors sous ce nom barbare, en fait, c'est simplement des petits passages de quelques heures d'amnésie. Et en fait, on n'y a pas de récidive, hein, ça arrive fréquemment de façon très ponctuelle. On a un épisode comme ça où on ne se souvient plus pendant quelques heures et puis il n'y a pas de récidive, ça passe. Voilà. Donc, alors parfois des liens vasculaires avec ce type d'événements, mais voilà, qui ne reviennent pas après. Donc ça, c'était l'autre cause. Et puis, ce dont on va parler un petit peu plus en détail, pour les troubles de la mémoire, c'est les maladies neurodégénératives. Donc ces maladies neurodégénératives, il y en a plusieurs, hein, même si on parle beaucoup de maladies d'Alzheimer, donc pour 60 à 70% en gros de ces maladies neurodégénératives. Il ne faut pas oublier, et c'est loin d'être exhaustif, qu'il y a également donc, la maladie de Huntington, Parkinson, maladie des corps de Lévy, qui est qui est assez proche finalement de la maladie de Parkinson sur beaucoup de points. Et en fait, la caractéristique des maladies neurodégénératives, c'est qu'on va passer d'un état normal, entre guillemets, au développement de troubles cognitifs. Donc la cognition, ce n'est pas uniquement la mémoire. La cognition, c'est tout ce qui vous permet d'interagir avec votre environnement. Donc certes la mémoire, mais aussi votre orientation dans l'espace, dans le temps, ce qui vous permet d'interagir, donc le langage, le jugement, votre réflexion, le raisonnement. Donc vous avez des troubles comme ça qui vont se développer, fréquemment associés à des troubles émotionnels et comportementaux, et qui après, quand on a donc un développement de ces maladies, progressent sont associés en tout cas à une perte d'autonomie et à une dépendance. Et donc on a ces troubles cognitifs qui vont évoluer de façon progressive jusqu'à un état de démence. Alors attention à ce terme de démence, qui est utilisé de façon générique parce qu'il faut des termes pour parler des choses. Ici, la démence, dans ce contexte, c'est un terme technique médical. Ça n'a rien à voir avec le terme au sens courant, dans le langage courant, ce n'est pas de la folie. Je sais que ce terme fait peur, mais ici, on parle de démence quand on a une diminution des capacités cognitives. Cette diminution, elle impacte en fait votre vie quotidienne de façon suffisante pour induire une dépendance. Et à ce moment-là, on va parler de démence. Mais encore une fois,
on n'est pas du tout dans le langage de tous les jours pour la démence. Donc voilà pour les maladies neurodégénératives, donc qui constituent une des raisons de troubles de la mémoire très importants. Et puis alors rapidement, parce qu'après on va revenir un petit peu notamment sur la maladie d'Alzheimer, mais voilà, il y a d'autres maladies, et d'autres causes en tout cas qui sont à l'origine de ces maladies, des troubles de la mémoire, des causes vasculaires, donc d'autres causes dégénératives, des maladies dont on parle moins, parce qu'on parle surtout de maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, et beaucoup moins de toutes celles-ci. Des causes inflammatoires, des causes infectieuses dont on a déjà parlé, des causes toxiques. Et puis juste un petit mot sur des causes très rares. Ça arrive parfois qu'on ait des personnes. Donc moi je travaille, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur Lido, je travaille au CMRR, donc au Centre de mémoire, de ressources et de recherche, et c'est un centre de référence pour les troubles de la mémoire. Et donc on a souvent des personnes qui viennent nous voir parce qu'elles ont quelque chose de très particulier, et notamment au niveau de la recherche, on peut parfois arriver à trouver des solutions pour les aider à pallier à ce trouble. Et je pense notamment à une dame qui, alors elle se souvient du visage, elle a une bonne mémoire des événements épisodiques, tout se passe bien, mais par contre, pour aller d'un point A à un point B, ça marche, mais par contre, elle ne sait plus comment revenir. Elle n'a pas la notion d'aller et de retour. Elle ne sait pas, par exemple, quand elle est à son travail, comment aller de son bureau à la salle de réunion, et puis après de la salle de réunion aux toilettes, et puis éventuellement revenir. Donc, c'est quelque chose qui est complètement étranger, en fait, à son fonctionnement. Donc, évidemment, ça impacte aussi ses déplacements dans sa maison, ça impacte ses déplacements dehors, et pour avoir une vie normale, sans avoir cette notion de déplacement, c'est très, très compliqué. Donc ça, c'est extrêmement rare, parce que c'est juste une mémoire, toutes les autres fonctionnent, mais celle-là ne fonctionne pas. Donc vous avez parfois aussi des cas assez particuliers, sur lesquels on peut éventuellement après travailler dans le cadre de la recherche pour aider à surmonter ces problèmes. Donc voilà pour les troubles d'une façon générale, et donc on va parler un peu plus précisément de la maladie d'Alzheimer, parce que cette maladie d'Alzheimer, vous le savez, c'est un problème de santé publique très très important. En quelques chiffres, on sait que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui est liée à l'âge. On a juste des chiffres assez... rapidement, on est plus vieux aux États-Unis qu'en Afrique, donc après les statistiques vont avec. En France, c'est 800 000 personnes qui sont donc atteintes de cette maladie, avec donc 100 000 à 160 000 nouveaux cas par an. Et vous voyez qu'il y a également une dépendance à l'âge, puisqu'on peut considérer qu'au-delà de 65 ans, on a 3% de personnes qui sont atteintes de la maladie, alors qu'on passe à 20% quand on est au-dessus de 85 ans. Il y a énormément de fonds qui sont investis dans la recherche pour essayer de trouver comment ça fonctionne et pourquoi, quels sont les mécanismes en fait à l'origine de cette maladie. Malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas de traitement qui permet de stopper, voire de revenir, ou en tout cas d'améliorer les personnes qui sont atteintes de cette maladie. Et juste ça, c'était pour vous donner une idée, parce qu'on parle de santé publique et que je travaille un petit peu en santé publique, mais c'est ce que coûte cette maladie, parce que ça implique tout le parcours de soins, ça implique bien sûr les traitements, mais ça implique aussi toutes les thérapies non médicamenteuses, tous les soins qu'on peut apporter, et ça implique également, parce qu'il ne faut pas les oublier, ça implique également les aidants. Donc toutes les personnes qui sont les proches de ceux qui sont atteints de la maladie d'Alzheimer et qui doivent interrompre leur vie de tous les jours, leur activité professionnelle, qui doivent adapter finalement toute leur vie autour du proche aidé. Et tout ça, ça change le quotidien, et il ne faut surtout pas oublier que ces aidants également font partie de cette thématique de maladie d'Alzheimer. Vous voyez que ça va également croissant, et que les statistiques pour 2020, c'était quand même une personne sur 4 de plus de 65 ans touchée par la maladie. Donc on le dit depuis des années, mais il y a toujours urgence à trouver quelque chose. Et maintenant, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail comment ça fonctionne. Alors, la maladie d'Alzheimer, qu'est-ce qu'on voit en fait dans le cerveau? Comment ça fonctionne? Alors, quand vous avez, donc dans le cas où tout va bien, vous avez votre neurone qui est issu, donc le neurone, une cellule du cerveau, qui en fait va connecter d'autres neurones avec des axones, donc des bras en fait. Et donc entre chaque neurone, comme ça, vous avez une transmission d'informations à chaque niveau de connexion.
Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Votre neurone, c'est comme une sorte de stimulation électrique finalement, et ils communiquent entre eux donc par stimulation électrique. Et cette activité électrique, elle peut se visualiser ici. Alors là en imagerie, donc là vous avez une image de cerveau. Et quand tout va bien, plus c'est rouge, plus ça fonctionne. Et bien vous voyez que quand on visualise cette activité dans le cerveau d'une personne qui a la maladie d'Alzheimer, eh bien on n'a plus du tout cette activité, c'est beaucoup plus faible. Donc on a une sorte de moindre activité et aussi d'hypométabolisme, donc voilà, c'est moins fort, on va dire. Et ça, à partir de ces images-là, on a pu se demander, bon, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a moins d'activité, est-ce qu'il y aurait moins de neurones, moins d'activité neuronale, pourquoi ça ne marche pas. Et ce qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, c'est qu'il y a deux, en tout cas aujourd'hui, en fonction de la recherche, il y a deux protéines qui sont particulièrement impliquées. Alors ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont la cause de la maladie d'Alzheimer. Elles sont impliquées, on sait que ça joue un rôle, qu'elles jouent un rôle toutes les deux, mais on ne sait pas exactement si c'est la conséquence, la cause, on ne sait pas comment ça s'implique. En tout cas, elles sont impliquées. Vous avez d'abord la protéine amyloïde. Alors ça, vous en avez forcément entendu parler si vous vous intéressez à la maladie d'Alzheimer, ou des plaques séniles, des plaques amyloïdes. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez votre surface du neurone ici, donc là vous avez comme celui-ci, votre neurone normal, et là à la surface, vous avez des protéines qui sont là pour servir pour certaines fonctions des cellules, notamment par exemple pour la transmission de messages hormonaux. Voilà, ces protéines, elles sont là pour avoir des fonctions normales dans un cas de transmission normale. Dans le cas de la maladie d'Alzheimer, vous avez des enzymes et vous avez un mécanisme qui vient couper ces bouts de protéines là, qui dépassent. Et ça, c'est pas normal. Et ces petits bouts de protéines, ils vont se retrouver les uns avec les autres et ils vont former des agrégats. Le problème de ça, c'est que ces agrégats, ils vont rester là, à la surface des neurones. Et donc là, vous avez une image de neurone comme celui-ci, là schématisé, mais là, ça c'est un vrai neurone en photo, avec une plaque. Et cette plaque, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle bloque les bras. Elle vient couper finalement la connexion qu'il y a entre les neurones. Donc, plus ou moins près, des fois ça empêche carrément tout le neurone de fonctionner, mais là, hop, ça va comme si ça coupait finalement les connexions, et donc ça bloque en fait la transmission de l'information nerveuse. Donc vous avez cette protéine amyloïde qui pose problème, et vous en avez une autre, la protéine Tau. Alors, hyperphosphorylation, peu importe, c'est juste un mécanisme biologique qui fait que la protéine Tau, normalement, c'est une protéine qui sert à tenir le neurone, ça sert à tenir la structure du neurone, pour que le neurone soit en forme, marche bien, que les protéines circulent bien, que tout se passe bien dans son fonctionnement électrique. Il faut que ce neurone ait une forme particulière. Et c'est cette protéine Tau, notamment, qui est impliquée dans ce mécanisme. Eh bien, dans la maladie d'Alzheimer, cette protéine Tau, au lieu de faire en sorte que la structure interne du neurone elle soit bien mise, elle se détériore et le neurone il commence à devenir tout mou et il perd ses connexions et rien ne va plus. On a donc ce qu'on appelle des lésions neurofibrillaires, c'est des filaments de protéines Tau qui se font et qui empêchent du coup le neurone de garder une structure normale. Et en plus, ces protéines Tau, elles sautent d'un neurone à l'autre. Hop. Donc ça fait que quand un neurone est atteint, ça va passer au neurone d'après, puis au neurone d'après, et finalement ça va contaminer en fait toute une région de neurones. Et le résultat de ces deux protéines-là, eh bien c'est que au départ votre neurone, il est comme ça, il a tous ses bras pour connecter ses autres collègues neurones, et petit à petit, il va se dégrader, il va perdre ses connexions jusqu'à mourir en fait. Donc le neurone, on parle de dégénérescence neuronale, et le neurone disparaît. Donc là, je vous ai juste mis une image de protéines amyloïdes pour montrer qu'on a plus d'amyloïdes donc entre un cerveau d'une personne qui n'est pas atteinte et celui d'une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et juste un petit bémol, avec l'âge, en fait, on a tous de la protéine A-bêta, de la protéine amyloïde et de la protéine Tau dans le cerveau qui va se développer. Mais ce n'est pas exactement la même localisation que dans la maladie d'Alzheimer. Donc cette amyloïde, elle est signe, c'est un argument en plus pour dire qu'on a la maladie d'Alzheimer, mais c'est pas toute seule, il faut plusieurs arguments pour pouvoir dire qu'on ne peut pas se baser uniquement sur cette protéine amyloïde. Comme je vous disais tout à l'heure, on sait qu'elle est impliquée, mais il n'y a pas qu'elle. Donc on a cette dégénérescence neuronale. Le résultat c'est quoi? Et bien comme on a moins de neurones, on perd en fait le volume de l'hippocampe. L'hippocampe c'est cette région dont je parlais tout à l'heure qui permet de centraliser les informations que vous percevez de votre environnement avec vos sens et qui permet d'encoder vos souvenirs.
Et donc au lieu d'avoir un hippocampe qui est intact, on a un hippocampe qui est plus petit. Et puis après, alors là c'est un stade un peu plus évolué, mais après on peut avoir en fait tout le cortex du coup qui va perdre, donc toutes ces zones de mémorisation finalement, qui vont perdre en volume et donc qui vont fonctionner moins bien. Quelques signes avant-coureurs du développement finalement de cette maladie d'Alzheimer, alors qui peuvent être parfois malheureusement confondus avec des signes de vieillissement normal, mais voilà, vous avez alors une liste. Encore une fois, ce sont des signes, mais c'est pas parce que vous avez un de ces signes qu'il faut s'inquiéter, mais voilà, ça fait partie des signes qui existent. Oublier perte d'objet, la perte de la mémoire récente, des erreurs de jugement, modification du caractère et de la personnalité souvent. C'est vrai que ça fait partie de cette pathologie neurodégénérative. Vous avez ces signes avant-coureurs, problème du langage aussi, perte de mots, vous n'arrivez plus à vous souvenir, ou vous remplacez un mot par un autre. Voilà, ça fait partie des signes qu'on a pu mettre en évidence. Et puis également, souvent, quand on commence à développer des troubles de maladie d'Alzheimer, c'est pas la personne qui est atteinte qui va en parler. Ça va être plutôt les aidants, famille et amis qui vont dire c'est comme d'habitude, mais pas exactement comme d'habitude. Même si c'est pas, vous allez avoir ce qu'on appelle des tests neuropsychologiques, donc on a des sortes d'échelles, de questionnaires avec des scores qui permettent de dire voilà à peu près où on se situe en termes de mémoire, en termes de cognition. Et bien si vous faites ces tests-là, a priori tout va bien. Mais on parle de plainte cognitive, on dit il y a quelque chose quand même qui est un petit peu différent. Et donc très souvent, c'est l'entourage proche en fait qui détecte en fait ça et qui fait que les personnes viennent consulter. Les patients ont tendance aussi à ne pas répondre directement, à minimiser les troubles, à une sorte de déni finalement, non, tout va bien. Et puis aussi, ce qui s'explique assez facilement, on peut avoir une certaine anxiété quand on demande beaucoup, et dès qu'on a les moindres troubles, c'est vrai qu'on est des enfants cruels, mais finalement à tout âge, on a toujours peur du jugement des autres et on a toujours cette anxiété, dès qu'on oublie quelque chose, on a tendance à se cacher. Donc tout ça, ça fait partie on va dire de ces premiers signes avant-coureurs qui peuvent exister dans la maladie d'Alzheimer. Et puis après, vous avez une évolution des troubles et des signes cliniques. Au tout début, vous avez les informations, quand elles arrivent en fait sur l'hippocampe, elles passent par une sorte de péage de l'autoroute des souvenirs juste avant d'arriver dans l'hippocampe. À ce stade-là, vous n'avez pas encore de signes cliniques, vous avez juste ces signes avant-coureurs, l'entourage qui commence à trouver qu'il se passe quelque chose de bizarre, et puis les personnes qui oublient un mot par-ci par-là, mais rien de significatif encore. Et puis après, on va avoir l'hippocampe, votre zone de synthèse qui va être touchée. Et là, vous commencez à avoir ce qu'on appelle des déficits cognitifs. Donc, quelques trous de mémoire, souvent de mémoire à court terme. Et puis, vous allez oublier certains mots. Donc là, vous avez un peu la mémoire sémantique qui va être touchée. Ce qui est un peu différent d'un vieillissement cognitif normal, pour le coup, puisque ça, c'était une zone robuste tout à l'heure. Et puis vous avez un peu plus de mal à planifier les événements. Et puis les tâches complexes aussi à exécuter, ça devient un petit peu plus difficile. Ça ne vous empêche absolument pas d'avoir une vie normale et un quotidien où tout se passe bien, mais vous commencez en fait à avoir quelques difficultés. Et puis après, lorsque vous avez une diffusion plus importante, donc visuelle, dans les examens qu'on peut faire en imagerie d'amyloïdes ou de protéines tau, à ce moment-là, vous voyez que vous commencez à avoir de façon clinique une perte de reconnaissance visuelle ou des problèmes de langage, et puis vous commencez à perdre vos repères spatio-temporels. Et donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez votre cortex pariétal, alors peu importe le nom, mais c'est surtout un cortex associatif, qui normalement vous permet de réunir les informations ensemble pour mieux comprendre en fait votre environnement. Et bien là, ça commence à se découdre. Et puis votre amygdale et votre système limbique, donc ça c'est deux zones du cerveau qui sont plutôt impliquées dans les émotions et plutôt dans le comportement. Voilà, vous avez également des troubles comportementaux qui vont commencer à se mettre en place. Donc c'était pour les signes cliniques, donc en partant de aucun signe de maladie jusqu'à des troubles légers. On peut parler, je ne sais pas si vous
a parlé, mais de stade prodromal, on peut parfois voir ça dans les articles, donc c'est vraiment le stade très léger de la maladie, ou de MCI, qui veut dire en fait la même chose, hein, c'est trouble prodromal, mais c'est les Mild Cognitive Impairment, donc c'est la version anglaise. Et puis après, donc on passe donc au stade de démence, encore une fois, donc de troubles qui impactent suffisamment la vie quotidienne pour impliquer une dépendance. Dépendance d'un tiers, hein, d'avoir une aide finalement pour le quotidien. Eh bien, on peut voir en termes d'évolution clinique qu'en parallèle de ça, cette protéine amyloïde dont on parlait tout à l'heure, hein, qui bloque les connexions entre les neurones, elle commence à augmenter dans le cerveau bien avant, c'est-à-dire qu'on n'a encore aucun signe de la maladie et elle commence déjà à monter. Et puis, quasiment avant d'avoir les troubles légers, on a la protéine Tau aussi qui commence à augmenter. Et ce n'est que quand on est au stade des troubles légers qu'on commence à pouvoir visualiser dans le cerveau qu'on a une diminution du volume du cortex. Et puis juste encore après, quand vraiment on arrive presque trop tard finalement, on commence à avoir les signes cliniques. Alors ça c'est un vrai problème parce que grâce à la recherche on peut voir cette évolution. Mais le souci, c'est qu'en termes cliniques, quand vous avez un trouble, l'avantage qu'il faudrait avoir pour un diagnostic, c'est de pouvoir diagnostiquer ici, pour pouvoir dire, attendez, là, vous avez quelque chose qui se passe, c'est maintenant là qu'il faut bloquer pour empêcher ces protéines de monter et voir comment est-ce qu'on peut bloquer la maladie. Donc, finalement, on est assez impuissant, puisque quand on arrive au stade des signes cliniques, vous avez déjà toute la machinerie en fait, qui s'est mise en place. Donc ça c'était pour l'évolution. Alors après on verra que justement les diagnostics, plus ça va, plus on s'oriente sur des diagnostics précoces avec des techniques qui permettent d'essayer d'aller le plus possible vers ces étapes-là pour pouvoir agir au plus tôt. Et puis aussi au niveau de la recherche, les traitements qui sont développés, on essaye, donc c'est vraiment cette période-là qui est ciblée pour essayer de bloquer la maladie. Ça, je ne vais pas passer là-dessus. Voilà. Alors, les causes de la maladie d'Alzheimer. Vous avez trois cas de maladie d'Alzheimer. Vous avez les premières qui sont rares. Vous avez quelques familles en France seulement, qui d'ailleurs participent souvent à des études génétiques, qui ont un gène en particulier qui est donc muté. Et on sait que ces personnes-là, si elles ont un parent qui a la maladie d'Alzheimer, elles vont forcément développer la maladie d'Alzheimer au même âge que le parent en question. Si votre maman a développé une maladie, en général jeune en plus, donc ça veut dire que si votre maman, votre papa a développé une maladie d'Alzheimer à 40 ans par exemple, ou à 44 ans, à 44 ans pile, vous allez développer également une maladie d'Alzheimer. Donc ça, c'est vraiment très rare, mais c'est effectivement quelques familles où on a cette mutation-là. Ensuite, la majorité des cas, ça va être soit, en général des causes inconnues, mais soit un développement avant l'âge de 65 ans, en moyenne. Donc là, on va avoir, c'est quand même un âge précoce, et on va avoir, entre guillemets, une maladie qui est assez bien définie. On sait qu'on va avoir cette protéine amyloïde qui va être présente, la protéine Tau. On a des signes assez classiques avec des troubles du langage, des troubles visuels ou des fonctions exécutives. Donc c'est assez bien ciblé. Et puis vous avez l'autre catégorie, entre guillemets, plus tardive, donc après les 65 ans en moyenne, polygénique, dans le sens où là vous avez plusieurs gènes, plusieurs facteurs. Et puis c'est plus complexe parce que c'est mélangé avec des facteurs vasculaires, c'est mélangé avec simplement le vieillissement aussi normal. Et donc c'est moins bien défini. On dit c'est probablement une maladie d'Alzheimer. Ça peut arriver fréquemment que dans les diagnostics, on lui dit c'est similaire à une maladie d'Alzheimer. C'est pas acté maladie d'Alzheimer, mais c'est similaire à. Donc voilà, mais dans les deux cas, le problème, c'est qu'on n'a pas la cause. Donc on sait toujours que l'amyloïde et les taux sont impliqués, mais par contre, on ne sait pas qu'est-ce qui déclenche en fait cette montée d'amyloïde et de taux. Et la seule chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut identifier des facteurs de risque. Alors, ces facteurs de risque, l'avantage, c'est que quand on sait qu'on a ces facteurs, on peut surveiller, parce qu'il y en a certains qui sont modulables, et donc on peut essayer de cibler et de voir certaines personnes qui ont ces facteurs de risque. Et c'est quand même la seule façon, ça permet de repérer
une population à risque et de la surveiller, mais bon, évidemment, ça ne permet pas, en tout cas à l'heure actuelle, de pouvoir soigner. Et voilà ces facteurs de risque. Alors, quand je dis risque, le risque n'est pas une certitude. Facteur de risque, ça veut dire que statistiquement, dans une population, si vous avez ces facteurs, vous avez plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer. Mais vous pouvez avoir tous les facteurs et ne pas développer une maladie d'Alzheimer. C'est juste statistique. Donc, parmi ces facteurs de risque, vous avez des facteurs contrôlables, entre guillemets. La dépression, l'isolement. Il faut savoir que les interactions sociales sont très importantes pour préserver la mémoire. Le stress chronique, pas suffisamment de sommeil. Il y a de plus en plus d'études qui se développent autour du sommeil. On s'aperçoit qu'un sommeil insuffisant peut être un antécédent, peut faire partie en tout cas des antécédents de vie de personnes qui développent la maladie d'Alzheimer. Le tabac, l'usage d'alcool ou de drogue et également l'obésité. Et puis vous avez les facteurs incontrôlables, l'âge, le sexe, et puis vous avez plus de femmes que d'hommes qui ont la maladie d'Alzheimer. Les antécédents familiaux, donc ça va concerner notamment les personnes de moins de 65 ans qui vont développer une maladie de façon précoce. Et puis, de l'hypertension artérielle, cholestérol, diabète mal contrôlé de façon médicamenteuse, certaines maladies cardiaques, maladies du foie ou des reins. Encore une fois, c'est pas parce que, et vous le savez, puisqu'on a tous des proches qui ont des pathologies de ce type-là à différents niveaux, qui ont forcément maladie d'Alzheimer, donc ce sont des facteurs de risque. Mais voilà, disons que quand on a des populations, des personnes qui viennent, et quand on fait des diagnostics, et qu'on regarde les facteurs sociodémographiques, et puis les antécédents de vie, les traitements, et qu'on voit certains signes, certains facteurs de ce type-là, on peut orienter plus facilement un diagnostic vers une maladie d'Alzheimer. Et puis après, vous avez les modulateurs, alors niveau culturel, statistiquement encore une fois, plus le niveau culturel est bas, plus on a un risque. Alors, je ne sais pas si je peux le présenter comme ça, mais statistiquement, les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer ont un niveau culturel plus bas. Les activités sociales et loisirs, plus vous êtes isolé, moins vous avez d'interaction, moins d'activité, plus vous avez de risques également, et puis l'environnement qui va avec. Contre donc cette maladie d'Alzheimer, alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui en termes de traitement? Au départ, je vous montrais, vous avez cette image d'activité cérébrale en conditions normales où ça marche bien, ça fonctionne bien, et puis ça marche moins bien, il y a moins d'activité synaptique, moins d'activité neuronale, pardon, dans un cerveau d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer. Cette activité, elle est gérée par les neurones grâce à une molécule en fait, qui se transmet de neurone à neurone de façon schématique, qui est l'acétylcholine. Cette acétylcholine, on voit que dans le cerveau des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer, il y a une baisse finalement de niveau d'acétylcholine. Donc de façon naturelle, on se dit, puisqu'il y a une baisse, peut-être que si on augmente ce niveau d'acétylcholine de façon médicamenteuse, on va peut-être pouvoir essayer de pallier un petit peu à cette activité qui manque dans la maladie. Et donc les premiers traitements qui ont été développés, ce sont, premier, deuxième, Exelon, Réminil et Aricept, ce sont des traitements qui permettent de monter ce niveau d'acétylcholine. Alors, juste pour vous montrer deux exemples de traitement. Donc le Réminil, ici, vous avez en gros l'évolution, on va dire, des capacités cognitives d'une personne qui prend le traitement par rapport à une personne qui ne prendrait pas le traitement. Donc ça, c'est les essais cliniques qui nous permettent d'avoir ces données-là. Et de la même façon, l'Aricept, qui est un autre médicament qui permet également de monter le niveau d'acétylcholine, on voit aussi qu'on a une capacité qui est mieux préservée en présence du médicament. Alors je parle de ça parce que vous en avez très probablement entendu parler très récemment, les autorités de santé ont décidé de dérembourser ces traitements parce qu'il y aurait une efficacité très relative et qui ne permettrait pas qui n'est pas suffisante en fait pour améliorer de façon significative la qualité de vie des personnes qui ont la maladie d'Alzheimer. Alors c'est très discutable, les avis sont partagés entre médecins généralistes, médecins neurologues, même on pourra en débattre après si vous le souhaitez. Néanmoins, en tant que chercheur, il y a des résultats significatifs qui montrent que même si cet effet est relatif et même si ça permet de gagner 6 mois, 1 an ou 2 ans de qualité de vie,
ça fait quelque chose. Donc on a quand même des traitements qui sont existants, qu'on peut toujours continuer de prendre aujourd'hui, hein, mais qui sont du coup déremboursés. Et un autre traitement qui a été développé et qui est pris encore aujourd'hui, c'est la mémantine. Alors en fait, vous avez donc l'acétylcholine qu'il faut monter pour maintenir l'activité. Et puis, vous avez aussi un autre trouble dans la maladie d'Alzheimer, c'est que vous avez une autre molécule qui est libérée et qui, quand elle est trop libérée, elle va venir agresser les neurones et les détruire. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé ce traitement qui permet de protéger. En fait, c'est un neuroprotecteur, hein, de protéger les neurones. Donc ça, ce sont les traitements qui existent actuellement. Ce sont des traitements qu'il faut initier le plus tôt possible, puisque vous avez vu tout à l'heure sur la courbe que vous avez l'amyloïde et la protéine tau qui commencent à s'accumuler très tôt. Donc plus on agit vite, même si ce n'est pas directement lié, c'est quand même un lien avec l'activité neuronale, donc plus on agit vite, mieux c'est. On a une efficacité sur les troubles de la mémoire, je viens de vous le montrer avec les courbes et également sur le comportement. On peut associer ces traitements, c'est quand même un avantage en termes d'interaction médicamenteuse, donc avec d'autres médicaments. Et malheureusement, il y a des effets secondaires digestifs, sachant que dans tout traitement, il y a toujours des effets secondaires, même quand vous prenez un Doliprane, on sait que n'importe quel traitement est toujours associé à des effets secondaires et que finalement, ces traitements-là sont relativement bien tolérés. Donc, malgré cette efficacité relative, on pourra en discuter si vous le souhaitez. Donc, on a un vrai débat en ce moment sur ce déremboursement pour voir qu'est-ce qu'on fait finalement, parce que ce sont les seuls traitements que nous avons à notre disposition aujourd'hui. Et en termes de recherche, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on essaye qu'est-ce qu'on peut développer de nouveau pour essayer de combattre cette maladie d'Alzheimer? Donc, on va essayer de se situer là, hein, là où on avait donc l'amyloïde et la protéine tau qui s'accumulent. Et alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Eh bien, on va essayer d'attaquer cet amyloïde qui fait des plaques, hein, donc qui va venir là pour essayer d'empêcher les connexions entre les neurones. On va faire des médicaments qui essaient de dégrader ces plaques pour les enlever, en espérant que derrière ça puisse se reconstruire. 2, on va empêcher la formation des plaques, empêcher qu'on ait ces enzymes là, qui viennent couper et fabriquer ces amas qui viennent bloquer la transmission. Ou carrément empêcher la production de ces protéines qui viennent à la surface des neurones. Donc ça, c'est 3 voies différentes qui sont à l'étude depuis 15 ans, depuis 20 ans. Et avec comme je vous le disais, le problème de l'amyloïde, c'est qu'on sait que c'est impliqué, mais on ne sait pas si c'est la cause. Et donc, on a différents traitements qui existent contre ces amyloïdes, soit des anticorps qu'on va donner, on appelle ça des anticorps monoclonaux. On les administre en fait par perfusion à peu près 1 fois par mois. Donc ça va aller attaquer les plaques. Les antisécrétases, donc ça va empêcher les enzymes de couper les neurones pour empêcher la formation des plaques. Et alors malheureusement, ce qu'on voit, c'est que quand on teste ces traitements chez des personnes volontaires qui ont la maladie d'Alzheimer, on voit qu'on a des tendances à l'amélioration, mais ces tendances ne sont pas significatives, en tout cas pas suffisamment, pour dire oui, c'est efficace et donc on peut mettre ces traitements sur le marché. On a soit des choses qui n'ont pas du tout marché, alors sans problème de tolérance, hein, sans effets secondaires qui n'ont pas été arrêtés pour effets secondaires, mais qui sont arrêtés parce que ça ne marche pas. Et puis on en a certains qui disent bon, ça a l'air quand même de fonctionner, l'amyloïde c'est quand même une cible, c'est quand même une piste à creuser. Et on a un traitement actuellement. Alors, quand on travaille avec ces molécules-là, nous, on est en double aveugle. Donc, on ne sait pas quelle personne reçoit quel traitement, à quelle dose. Finalement, on doit attendre en fait, les analyses, des résultats, pour savoir si la molécule, elle fonctionne ou pas. Mais c'est la seule molécule, donc c'est une molécule qui est un anticorps qui détruit les plaques. On va avoir des résultats là, début 2019 et c'est peut-être un des premiers anti-amyloïdes qui pourrait être mis sur le marché, alors qui ne révolutionne pas, hein, ça ne stoppe pas la maladie, mais ça la freinerait éventuellement. Donc ce serait déjà, même si on espérerait bien sûr avoir quelque chose qui stoppe et qui permet éventuellement de récupérer, on aurait quand même un médicament qui permettrait de freiner l'évolution de la maladie. Et puis la nouveauté, c'est qu'on a cette année des anti-tau, donc des molécules qui sont développées contre l'autre protéine, tau, et surtout qui empêchent ce passage, je vous disais, entre neurones. Le neurone perd sa forme parce que la protéine tau, elle se désagrège et donc il devient tout mou.
Et les protéines tau, une fois qu'elles ont agressé un neurone, hop, elles sautent au neurone suivant, puis au neurone suivant. Et bien là, on a des traitements qui permettent de bloquer en fait, cette propagation. Des traitements qui sont bien tolérés, dans les premières phases en tout cas, donc on a plus d'espoir, enfin, on est plutôt confiant par rapport à ces traitements-là. Et on attend, parce qu'on vient de les commencer, donc on attend de savoir s'il y a une efficacité significative justement de ces traitements. Donc voilà, donc ça a été commencé en France cette année. Et vous avez après tout un tas de traitements neuroprotecteurs qui sont à l'étude, donc qui ne sont pas là pour bloquer la maladie, mais qui sont là pour protéger les neurones ou pour aider aussi à traiter des symptômes qui sont symptomatiques, donc des symptômes de la maladie, comme par exemple tous les troubles du comportement. Vous pouvez avoir des troubles du comportement comme de l'agressivité, de l'agitation, voilà, beaucoup de troubles qui peuvent être associés à la maladie d'Alzheimer. Et donc vous avez également toute une activité de recherche pour développer des traitements contre ces symptômes. Donc ça c'était pour le médicament. Et puis vous avez aussi les thérapies non médicamenteuses. Tout à l'heure je vous parlais de facteurs de risque contrôlables. Donc dépression, l'isolement social, le stress chronique, pas assez de sommeil, usage de drogue, d'alcool, d'obésité. Eh bien, on a aussi un certain nombre d'études qui sont menées sur des grandes cohortes, donc c'est-à-dire sur des grands ensembles de patients, pour voir si finalement une bonne hygiène de vie, à savoir une activité physique régulière, sans faire un marathon tous les week-ends, hein, juste marcher par exemple, avoir une alimentation saine, notamment éliminer, on n'a pas dit éliminer totalement, mais en tout cas limiter de façon très importante gras, alcool, voilà, donc ce qui n'est pas dans l'alimentation saine. Et puis, avec un seul S, avoir plus d'interactions sociales. Eh bien, on voit que les premières études qui sont en train de sortir depuis ces dernières années, en fait, quand on agit, quand on a une activité physique régulière, on diminue la protéine amyloïde dans le cerveau. Quand on a une alimentation saine, on a également une diminution de cette protéine amyloïde. Également, quand on fait des ateliers, alors c'est sur du long terme, mais on voit que ça a un impact. Donc finalement, on revient un petit peu à une sorte de médecine chinoise, de prévention, à savoir, alors en dehors de toutes les publicités, de tout ce qu'on peut voir aujourd'hui, la bienséance, qui est de manger 5 fruits et légumes par jour, et de faire du sport, en attendant, ça fait quelque chose. Quand on a une vie plus équilibrée, qu'on fait plus attention à soi, dans la mesure du possible, eh bien on voit que ça a un impact positif en fait sur la cognition, sur la mémoire. Et on voit ça surtout donc à des stades légers de la maladie. Ça par rapport à la courbe que je vous montrais tout à l'heure, plus on agit tôt, plus ça a un impact. Ensuite, toujours dans les thérapies non médicamenteuses, quand on est à un stade un petit peu plus évolué de la maladie, parce qu'il ne faut pas oublier, on n'est pas là uniquement pour s'attaquer uniquement au stade où ça vient de se développer, il faut aussi penser aux personnes qui ont déjà commencé à développer la maladie. Eh bien, il y a tout un ensemble de thérapies non médicamenteuses qui sont là pour améliorer les relations sociales, en tout cas pour les développer, également pour améliorer, augmenter la confiance en soi, parce que ça joue aussi de façon importante. Et pour tout ça, on a des programmes de rééducation, de réhabilitation cognitive. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de stimuler les capacités des personnes qui sont là. Donc c'est toujours en association avec des traitements qu'on a vus tout à l'heure qui existent, qui sont sur le marché pour l'instant, donc pour l'acétylcholine. C'est les traitements auxquels vous pouvez avoir accès si vous passez en consultation mémoire ou dans les hôpitaux de jour ou dans les centres, les CMRR, auxquels vous pouvez être adressé par votre médecin traitant ou par votre neurologue. Ce sont souvent des traitements sur mesure parce qu'on reçoit les personnes, on voit un peu leurs antécédents, on voit leur façon de vivre, leur entourage, leur environnement. Et donc on voit en fonction de qui elles sont ce qu'on peut proposer. Et donc c'est une approche pluridisciplinaire et on va pouvoir proposer différents ateliers. Je pense notamment à cet atelier-là qui est important parce que le fait de pouvoir parler de souvenirs d'enfance, de choses qui étaient de la vie d'avant, de rappeler des souvenirs, ça permet en fait de valoriser les personnes et c'est extrêmement important parce que ça leur permet de parler d'elles, de voir qu'elles ont fait des choses et en fait ça sort les gens de l'isolement. Et ça, tous ces ateliers finalement permettent de sortir de l'isolement, d'avoir plus d'interaction avec l'entourage. Donc les ateliers repères, même là quand on est en institution,
Ça c'est simplement de savoir qui est la personne qui est dans la chambre à côté de vous, voilà, quelles activités on peut faire, et rien que ça permet de diminuer par exemple des comportements agressifs, de rendre les gens plus calmes, d'avoir du coup plus de confiance en soi, et c'est extrêmement important. En fait, les interactions sociales sont extrêmement importantes. Et donc comment agir contre ces troubles de la mémoire? Donc là on a déjà vu un petit peu ce qu'on pouvait faire. Alors les troubles de mémoire bénins, pour y revenir, c'est pas parce que je vous disais vous oubliez vos lunettes dans votre frigo que vous avez un trouble de la mémoire grave. C'est pas grave, vous oubliez le nom de votre voisine ou de la personne que vous avez pas dans. Eh bien c'est pas grave non plus. Voilà. Ce manque transitoire, parce que ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre mécanisme de souvenir qui marche pas, hein, c'est pas ça. C'est juste que, voilà, aujourd'hui ça marche un petit peu moins bien, on est un petit peu fatigué, mais tant que ça ne concerne pas les événements importants, c'est-à-dire que tant que ça n'impacte pas votre vie de façon problématique, voilà, votre vie quotidienne, et que ça ne réduit pas votre autonomie, quelque part, c'est pas un problème. Ça peut être dû à du stress, à de la fatigue, on est fatigué, on pense à autre chose, on n'arrive pas, on passe à la suite, on peut avoir des troubles de la mémoire comme ça, transitoires, et puis après, ça revient. Ça peut être nutritionnel, parce qu'on ne s'alimente pas bien, parce qu'on ne fait pas attention, on ne se lave pas, et ça revient toujours finalement à de la fatigue, à la nécessité en fait de préserver une bonne hygiène de vie. Ou alors après, voilà, des causes médicamenteuses, c'est vrai qu'on a certains médicaments également qui peuvent malheureusement affecter la mémoire. Après, fréquemment, à partir de 50 ans, on va avoir ces troubles de la mémoire, et puis à partir de 65 ans, quand on éprouve une certaine gêne, qu'on peut avoir, voilà, qu'on trouve que ça impacte un petit peu la vie quotidienne, à ce moment-là, eh bien, on peut consulter. Vous voyez que vous avez parmi ces 65 personnes qui éprouvent une gêne, à partir de 65 ans, 18% de ces 65 qui vont consulter, et 5% de ces 18%, peuvent avoir une maladie d'Alzheimer débutante. Donc finalement, il faut... Alors la plainte peut être un facteur de risque, hein, quand on dit de l'entourage aussi, quand des gens votre entourage commence à détecter quelque chose, bon, il y a peut-être effectivement anguille sous roche, et à ce moment-là, peut-être il est intéressant de consulter. Mais après, au quotidien, si ce sont des troubles bénins de la mémoire, on peut... Votre mémoire ne s'use que si vous vous en servez. Si vous ne vous en servez pas, forcément ça va aller moins bien. Si vous ne vous servez pas de vous, si vous ne marchez pas, vous allez être plus fatigué. Voilà. Il faut solliciter en fait, il faut muscler son cerveau. Et il y a beaucoup de façons de faire pour essayer d'entretenir cette mémoire. Et alors il y a un leitmotiv, c'est qu'il faut que ça joue, que ce soit un plaisir. Si vous n'aimez pas faire du sudoku, ça ne sert à rien de faire des sudoku toute la journée juste en pensant que ça va gonfler votre mémoire. Si vous n'avez pas de plaisir à faire ces sudoku, faites autre chose. Allez danser, faites de la musique, faites de la peinture, peu importe. Mais il faut toujours que ce soit sur le plaisir, parce que ça, le plaisir, parce que vous aimez faire quelque chose, parce que c'est la concentration, parce que tout ça, ça va faire que vous allez stimuler, motiver. Et tout ça, ce sont des choses, tous ces éléments-là vont faire que vous allez mieux stimuler votre mémoire. Donc, cette organisation, entre guillemets, il ne faut pas non plus que ce soit un entraînement strict et militaire, mais juste, voilà, vous pouvez prendre un agenda, vous pouvez noter, vous pouvez utiliser des indices pour essayer de vous rappeler. Dans les tests qu'on fait, par exemple, pour évaluer la mémoire des personnes qui viennent nous voir, on parle parfois de rapport indicé. On essaye, si une personne ne se souvient pas de quelque chose, on va lui parler d'un autre souvenir associé pour qu'elle puisse se rappeler du souvenir dont on souhaite qu'elle parle. Et ça fonctionne. Donc voilà, vous pouvez utiliser des indices, des stratégies. Et puis cette hygiène de vie, maintenir les contacts sociaux, ça, numéro 1, c'est très très important. Voyager quand on peut, mais avoir un peu d'activité sportive, ne serait-ce que marcher, si on peut bien sûr, mais il faut bouger. Avoir une alimentation saine, dormir bien, développer ses loisirs avec plaisir, et puis on peut bien entendu avoir un entraînement cognitif. Alors tout ça, ça fait que ça entretient, ça ne veut pas dire que ça... Il y a des personnes qui ont une hygiène de vie irréprochable et qui peuvent développer une maladie d'Alzheimer. Et puis à l'inverse, d'autres qui vont avoir tous les facteurs de risque possibles et imaginables et qui n'auront rien. Il y a malheureusement une part aussi d'inconnus qu'on ne maîtrise pas. Et donc, voilà. Mais parmi les facteurs de risque, encore une fois,
Ça fait partie des choses qu'on peut faire pour aider sa mémoire. Et puis quand ça va un peu moins bien, que vous pensez vraiment qu'il y a un trouble, à ce moment-là, vous pouvez consulter pour avoir des prises en charge adaptées. Donc on l'a vu tout à l'heure, ça peut être pluridisciplinaire, il y a des ateliers, il y a beaucoup de choses qu'on peut proposer dans ces hôpitaux de jour et dans ces consultations mémoire. Vous pouvez être adressé par votre médecin traitant, notamment par votre neurologue. Et puis, donc là, on va vous proposer simplement un suivi adapté, des ateliers, donc des entraînements cognitifs. Et on vous proposera aussi, moi je vous propose, forcément c'est mon domaine, mais de participer à la recherche. Alors pas forcément participer à la recherche médicamenteuse, parce qu'il n'y a pas que ça. Souvent la recherche médicamenteuse, on la propose à des personnes qui ont déjà un diagnostic de maladie d'Alzheimer, mais ça peut être aussi participer à la recherche non médicamenteuse, par exemple, simplement, quand vous allez consulter, de donner votre accord pour qu'on puisse avoir accès de façon anonyme à vos données médicales. Pourquoi? Parce que finalement, quand on suit les personnes au cours du temps et qu'on sait quels critères elles avaient au départ, ça permet, quand on voit qu'une personne avait un diagnostic, de revenir en arrière et de dire bon, qu'est-ce qu'elle avait cette personne au début, qu'est-ce qui fait, quels sont les points communs finalement des personnes qui ont développé une maladie d'Alzheimer et qu'on pourrait essayer de faire sortir pour finalement avoir des cibles où on sait que ça, c'était là, à chaque fois qu'une personne a eu cette maladie, on sait qu'il y avait ce facteur-là et donc c'est là-dessus qu'il faut, c'est ça qu'il faut cibler. Donc ça, simplement avec les données biologiques de suivi, on peut, c'est une participation à la recherche et on peut déjà nous avoir des informations. Après, vous avez de la recherche également en imagerie, simplement voilà, pour améliorer les techniques diagnostiques. Vous avez aussi, ça c'est aussi intéressant, comprendre comment fonctionne la mémoire. On a besoin pour savoir comment fonctionne la mémoire, d'avoir des personnes qui ont des troubles de la mémoire, mais aussi d'avoir des personnes qui n'ont pas de troubles de la mémoire. On a besoin de savoir comment ça fonctionne quand tout va bien. Qu'est-ce qui permet, pour des actes simples, de toucher un bouton rouge, toucher un bouton bleu, et puis après, qu'est-ce qui permet de mémoriser en fonction de telle ou telle image? Eh bien, on va faire de l'imagerie en même temps, et on va voir, mais là, il y a cette zone-là qui s'active, ou cette zone-là. On a besoin de personnes aussi, qui n'ont pas de trouble, pour visualiser comment ça va quand ça marche bien. Et après, on peut comparer, éventuellement, avec des personnes qui ont des troubles légers. Et ça nous permet, nous, de savoir où agir. Donc tout ça, c'est des choses qu'on peut faire et qui sont tout à fait accessibles. Donc des outils mis à disposition. Et puis vous avez donc ces centres mémoire qui, lorsque vous avez aussi des problèmes très spécifiques, sont à la disposition de tous pour trouver des solutions adaptées. Parce que ce sont des centres de recours spécifiques, mais on est là aussi c'est aussi de la recherche, mais on est là aussi pour essayer de comprendre ces troubles et savoir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, même quand c'est très très particulier. Donc, écoutez, voilà, je crois que je suis arrivée au bout de ce que je voulais vous présenter. Vous avez la mémoire à court terme, la mémoire à long terme, différents types de mémoire. Vous avez cette protéine amyloïde et cette protéine tau qui sont impliquées dans les troubles, notamment des maladies neurodégénératives, contre lesquelles on essaye de développer des traitements aujourd'hui avec des espoirs thérapeutiques, on espère, dans les prochaines années. Retenez la notion de plaisir dans l'apprentissage, qui est extrêmement importante à notre sens pour pouvoir mieux mémoriser. Et puis, dans la mesure du possible, même si ça n'empêche pas de vivre, d'avoir une bonne hygiène de vie pour pouvoir préserver votre mémoire. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci Émilie pour cette excellente présentation des maladies qu'on craint tous. C'est le moment des questions. Alors, il y a une discipline à conserver, c'est que si quelqu'un pose une question, la question et la réponse peuvent intéresser quelqu'un d'autre dans la salle. Donc vous attendez d'avoir le micro pour poser votre question. Donc je vais passer un micro quand vous lèverez la main pour vous donner le micro. Deuxième question, comme d'habitude, parce que...
Oui, madame, je vous remercie d'abord pour ces informations. Moi, j'ai un témoignage. J'ai fini ma carrière avec les Carina Roscoff, clinique de rééducation fonctionnelle. On avait beaucoup de personnes âgées qui venaient pour des prothèses. Vous savez, maintenant, il y a toutes sortes de prothèses. On finira par avoir des gens âgés qui sont un peu Robocop. Et les gens restaient dans le service, les gens âgés, 1 mois, parfois 2 mois, parfois 3 mois, s'il y avait des complications. Et on avait, au fil du temps, si vous voulez, une baisse, on constatait une baisse des fonctions cognitives. On a même fait des diagnostics au bout d'1 mois, 2 mois, d'Alzheimer, et on a prévenu la famille, prévenu le médecin généraliste, et quand ces patients rentraient chez eux, retrouvaient leur repère, on s'apercevait au fil du temps, ils retrouvaient des fonctions cognitives normales. Et on a fait comme ça des erreurs multiples. L'importance des repères chez les gens âgés, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est très important. Et le deuxième point, la charge émotionnelle de notre société. J'ai des personnes âgées qui, quand ils regardaient le 20h, avec toute la charge émotionnelle, et Dieu sait si on était gâtés depuis 2-3 ans, me disaient qu'elles étaient, certaines pleuraient après le 20h, avec les attentats, etc. Donc le stress émotionnel, si vous voulez, était très important. Et je leur demandais, mais pourquoi vous regardez le 20h? Toujours la même réponse. Je ne peux pas m'empêcher, c'est une messe. Et je pense que vous avez bien insisté sur la prévention, sur l'hygiène de vie. Je crois qu'on est dans une société où il y a énormément de stress. Les médias nous envoient des charges émotionnelles terribles, dans tous les domaines. La violence touche aussi les personnes âgées. Et je pense que la prévention n'est pas assez développée. La médecine préventive en France reste en retard. Vous avez insisté sur la marche, très important. Je crois que les spécialistes comme vous accordent à la marche des propriétés considérables. Et vous avez aussi insisté sur la notion de plaisir, c'est très important, je crois aussi. L'importance aussi des liens sociaux. Je crois qu'on constate dans le métier en tant que médecin qu'il y a de plus en plus de solitude, de gens qui sont seuls, qui ne peuvent plus conduire. Et je pense que la société doit faire des efforts dans ce sens-là. Mais ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est, par expérience, hein, c'est cette importance de repère chez les gens. Et ça continue, hein, on continue à... Et dernière question, là c'est une question que je vous pose. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a beaucoup plus de démence d'origine vasculaire, parce qu'on mange trop, on mange mal, on mange gras, on fume, etc., que de maladies d'Alzheimer véritables? Voilà ce que je voulais vous dire là. En vous remerciant pour votre intervention. Je vous en prie, merci. Alors, juste pour revenir sur les repères, pour moi, ces repères, effectivement, ils sont très très importants. Hein. Vous parlez de... finalement, ces repères, c'est retrouver son environnement, c'est retrouver ses connexions sociales, c'est retrouver voilà, tout ce qui permet en fait, d'être bien chez soi, ça rejoint le plaisir. En fait, c'est un tout, c'est une synthèse de ces repères, c'est une synthèse de tout ce que vous venez de relever. Concernant les maladies, alors, on a finalement, plus ça va, plus la recherche avance, plus on analyse les différents cas, différents profils de maladies d'Alzheimer, plus on s'aperçoit qu'il n'y a pas de maladie d'Alzheimer pure, entre guillemets. Toutes les maladies d'Alzheimer vont être associées plus ou moins, parfois même à des maladies de Parkinson, à des maladies de corps de Levy, à d'autres maladies neurodégénératives. Et effectivement, énormément de maladies vasculaires. Tout à l'heure, je montrais qu'il y avait très peu de cas génétiques purs, et qu'ensuite, on avait, dans la majorité, une moitié avant 65 ans en moyenne, et une moitié après, avec avant une forme précoce qui se développait de façon relativement claire, en tout cas de façon diagnostique, et après plus complexe, parce que mélangé à beaucoup d'autres facteurs, effectivement, vasculaires. Et alors, quand on arrive à ce niveau-là, finalement, on commence à se demander est-ce qu'effectivement c'est vraiment de la maladie d'Alzheimer ou est-ce que c'est simplement un vieillissement normal et multifactoriel. On ne peut pas mettre une étiquette maladie d'Alzheimer à partir du moment où on a un problème de mémoire juste parce qu'on a de la protéine amyloïde. Le problème de cette protéine amyloïde, c'est qu'elle sert un peu, on en trouve aussi chez des personnes qui sont cognitivement tout à fait normales. On en trouve dans d'autres pathologies, donc il faut trouver finalement d'autres arguments pour pouvoir cibler vers une maladie d'Alzheimer. Et ces événements vasculaires, on parle de maladies d'Alzheimer à composante cérébrovasculaire,
Donc on a effectivement beaucoup de ces composantes qui vont venir interférer et du coup on ne sait plus finalement est-ce que la maladie d'Alzheimer ce ne serait pas plutôt celle qui arrive avant avec des facteurs, des antécédents familiaux ou des facteurs génétiques purs, et que finalement tout ce qui arrive après c'est plus un mélange finalement multifactoriel qui pourrait être assimilé à la maladie d'Alzheimer parce qu'on a certains arguments qui seraient similaires, mais c'est pas dit que ce soit effectivement quelque chose de pur, de vraiment diagnostiqué comme étant uniquement Alzheimer. Et oui, ces facteurs cérébrovasculaires, ils sont de plus en plus importants, parce qu'effectivement, on est... Alors, il y a deux choses. Il y a le fait qu'on vit de plus en plus longtemps, et donc ces facteurs cérébrovasculaires aussi, ils apparaissent, ils sont dépendants de l'âge. Donc on ne peut pas les éviter entre guillemets, et il y aura forcément une incidence qui va être plus importante avec le temps. Et puis il y a aussi qu'on a, et vous le disiez, on n'insiste pas assez sur la prévention, mais on n'insiste pas suffisamment sur l'hygiène de vie, et on a tendance, alors pas qu'en France, hein, mais à s'inquiéter des problèmes une fois qu'ils sont arrivés. Voilà, et du coup, je suis d'accord avec vous pour ça, il serait important de considérer finalement peut-être plus les pathologies vasculaires que la maladie d'Alzheimer à partir d'un certain âge. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Voilà. En commentaire. Et la charge émotionnelle extrêmement importante. Et ça, c'est du stress. C'est du stress. Le stress va avec l'inflammation et tout ce qui est inflammation. Alors après, ça, c'est une théorie personnelle parce que dans d'autres domaines dans lesquels j'ai pu travailler en recherche, notamment en douleur chronique, il y a toujours ce niveau d'inflammation infraliminaire qui s'accumule petit à petit avec la façon de vivre et qui fait que quand on dépasse un certain seuil, on a un déclenchement finalement de certaines maladies. Ça marche notamment dans le cas de maladies chroniques. En plein la maladie d'Alzheimer, on a aussi, on parle beaucoup de l'enregistrement et tout ça, on a aussi un niveau d'inflammation qui est important. Et cette inflammation, elle est très liée au stress, elle est très liée aux axes corticotropes, hein, tout ce qui est en lien avec le cerveau et toutes ces molécules qui sont engendrées par le stress et par ces chocs émotionnels et par tous les jours, tout ce qu'on voit tout le temps. Non, effectivement, le stress est un véritable fléau, pas que pour la maladie d'Alzheimer, de façon générale. Et oui, je suis d'accord, émotionnellement, on vit quelque chose de pas facile. Oui, tout à fait. Oui, pardon. Il existe aussi des troubles de la mémoire qui sont particuliers. Moi, je sais que personnellement, dès ma jeunesse, je n'ai pas de mémoire visuelle, par exemple. Et puis il y a d'autres, il y en a, c'est pour l'olfactif, les problèmes olfactifs, etc. Et alors d'abord, est-ce qu'il y a des études pour pourquoi on n'arrive pas à mémoriser visuellement ou autre? Est-ce que ça se soigne, entre guillemets, et puis en même temps, eh bien, au cours du vieillissement, et notamment au moment où on arrive dans les âges, est-ce que ça complique, est-ce que ça peut compliquer, est-ce que ça intervient, j'allais dire, dans des troubles du vieillissement, puis peut-être éventuellement. Alors, je ne suis pas du tout une spécialiste du trouble des sens, donc de l'agnosie, hein, effectivement, donc voilà, si on parle de troubles visuels en particulier, donc je ne saurais pas malheureusement vous dire s'il y a des études dans ce domaine-là. Par contre, de ce que je peux voir, des expériences qu'on peut avoir avec des personnes qui ont des troubles spécifiques comme celui dont vous parlez, pour moi, il n'y a pas d'interaction après, il n'y a pas d'interaction avec ce qui peut se passer après. C'est pas parce que vous avez une agnosie que vous allez ensuite développer une maladie neurodégénérative. C'est complètement indépendant. Ce que vous développez, c'est comme cette personne qui vient nous voir et alors on n'a pas de traitement pour l'aider. Cette personne qui ne sait pas aller du point A au point B parce que l'aller, le retour, tout ça n'a pas de sens pour elle en fait. Elle n'a pas de cette mémoire-là, elle ne l'a pas. Donc la seule chose qu'on peut faire, on travaille avec cette personne avec des gommettes de couleur pour pouvoir l'aider tous les jours. Elle reconnaît la couleur, donc elle sait qu'il faut qu'elle aille à tel endroit avec d'autres types de repères. Donc on peut faire des choses comme ça. Par contre, au niveau de la compréhension précise du trouble, là malheureusement je serais pas. Par contre, ce que je peux faire, c'est que je peux me renseigner et que je peux après revenir vers vous si vous souhaitez en savoir plus. Ça c'est tout à fait quelque chose que je peux faire. Je peux demander à mes collègues neurologues pour savoir ce qu'il en est. Mais voilà, encore une fois, en termes d'interaction, pour moi, non. Il n'y a pas de lien direct, c'est vraiment des pathologies tout à fait différentes.
Bonsoir, merci encore pour votre présentation. Voilà, j'aurais 2 questions. La première, vous nous avez parlé comme quoi la majeure partie des personnes atteintes par la maladie d'Alzheimer étaient des personnes âgées. Mais cette pathologie peut se développer à partir de quel âge? Première question. Deuxième question, j'ai lu dans une revue scientifique comme quoi un projet de détection des premiers signes de la maladie d'Alzheimer serait fait à partir d'un procédé de fond d'œil. Alors, d'abord pour la première question, la maladie d'Alzheimer, alors au début on parlait surtout de pathologies qui arrivaient à partir d'un certain âge et on ne se souciait pas, entre guillemets, des patients jeunes. Et puis depuis, je dirais, une dizaine d'années, on a pris conscience en fait du nombre de personnes très importantes qui ont, à un âge jeune, c'est-à-dire 40, 45, 50 ans, une maladie d'Alzheimer. Et puis pas une maladie d'Alzheimer, enfin une maladie d'Alzheimer vraiment caractérisée. Sauf que c'était tellement surprenant en fait à ces âges-là, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir cette pathologie-là, qu'on pensait que c'était autre chose. Maintenant, on sait que très jeune, on peut quand même, et sans que ce soit une de ces formes avec des familles très connues, donc on sait ça peut arriver. Ça pose de gros problèmes encore de santé publique parce que les structures qui peuvent être adaptées après à l'accueil de personnes qui ont des maladies d'Alzheimer quand ça progresse, elles sont adaptées à des personnes âgées, elles ne sont pas du tout adaptées à des personnes jeunes. Il y a aussi toute la problématique de personnes qui sont encore en activité, qui ont des enfants jeunes, voilà, ça pose, c'est vraiment, on va dire qu'il y a vraiment une urgence par rapport à ça. Je ne dis pas que après 65 ans c'est moins urgent, mais voilà, effectivement on a pris conscience de ça. Et il y a maintenant des centres de recours au niveau de ces centres de mémoire de ressources et de recherche, donc des CMR, qui sont dédiés en fait, et les hôpitaux sont dédiés aux patients jeunes, parce qu'en fait, il n'y a pas que, il faut s'occuper aussi de cette problématique. Et alors pour le fond d'œil, là je ne saurais pas vous dire, je sais effectivement, j'ai vu ça, oui, on pourrait éventuellement détecter, enfin c'est un argument en plus, hein, c'est pas une détection, c'est pas un diagnostic en soi, ce serait un argument en plus comme on peut avoir, quand on fait un diagnostic de maladie d'Alzheimer, en fait vous avez besoin de la positivité amyloïde, c'est-à-dire savoir que la protéine amyloïde est là. Maintenant, on commence à voir un peu la protéine tau, parce que c'est assez récent, hein, la protéine tau. On savait que c'était impliqué au niveau de la recherche fondamentale, mais après, avoir les outils en clinique pour pouvoir dire oui, on s'en sert, on n'avait pas encore, donc c'est vraiment très récent. Il faut aussi qu'on ait un certain nombre d'entretiens, enfin de déchets neuropsychologiques, de scores, en fait, à des tests qui permettent de dire c'est plutôt telle mémoire qui est impliquée, telle mémoire qui est impliquée. C'est tous ces arguments-là ensemble, plus le ressenti du médecin et son expérience médicale, qui permet de dire il y a un diagnostic. Et en fait, le fond d'œil, en fait, les saccades et la fréquence oculaire serait éventuellement un argument en plus. Mais pour moi, c'est au stade expérimental. C'est pas encore quelque chose qui est intégré en fait dans le processus diagnostique. Mais encore une fois, voilà, comme je répondais à la question précédente, je peux tout à fait, si vous souhaitez en savoir plus, je peux également demander aux collègues, ophtalmologues et de travail. C'est pas les sentiments des yeux, ça sont des tâches qui seraient possible de visionner au fond de l'œil. Des tâches? Ah d'accord, alors ça je ne savais pas. Pour les saccades, oui, pour l'activité, mais pas pour... non, écoutez, non, je m'enseignerai si vous le souhaitez, mais ça je ne pourrais pas savoir. Bonjour. S'il vous plaît. Je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'on dit beaucoup de choses. Il n'y a pas, à ma connaissance... Je n'ai pas entendu la question ici, donc personne... Pardon, la question c'était de savoir il a été dit qu'un jeune ponctuel de temps en temps permettrait d'améliorer la mémoire, c'est ça, hein? Oui, pour moi, une modification de ce type d'habitudes alimentaires, je ne connais pas d'études en fait qui sont liées à ça. Les études ont fait sur le dernier congrès en fait pour les essais cliniques
la maladie d'Alzheimer et notamment, donc c'est aussi bien du médicamenteux que du non médicamenteux, qui portent sur l'activité physique ou l'alimentation, des choses comme ça. On est plus sur des acides gras, sur le régime crétois ou des choses comme ça qu'un jeune qui pourrait... Alors après, ça peut être aussi une expérience, par exemple, dans le cadre de la sclérose en plaques. Je rencontre beaucoup de personnes qui me disent, moi, depuis que j'ai changé d'alimentation, je fais ci, je fais ci, je fais ça va beaucoup mieux. Et puis j'ai d'autres personnes qui disent, oui, moi aussi je fais ça et je trouve aussi que ça va mieux. On n'a pas de preuves scientifiques, on n'a pas d'études qui sont faites là-dessus. Mais parfois, on a aussi des personnes qui ont une façon de faire, il y a les réseaux sociaux, on communique entre nous, et puis les gens prennent des habitudes. Donc peut-être que certaines personnes se sentent mieux comme ça. Mais scientifiquement parlant, je ne connais pas de... Je sais pas. Voilà, j'ai pas de notion de ça. Oh, s'il vous plaît, il y a beaucoup de monde dans la salle et ce n'est pas des dialogues qui vont résoudre les problèmes. Il y a un monsieur qui a demandé le micro déjà depuis 5 minutes. C'est pas grave, c'est pas urgent, mais une question qui me paraît simple. Les médicaments dont vous parliez tout à l'heure, remboursés ou non remboursés, aurait-il un intérêt à prendre qu'on les prenne à titre préventif? Alors, ça c'est intéressant aussi comme question. Aujourd'hui, dans les essais cliniques qu'on fait, même si on ne parle pas du coup de ces traitements remboursés ou déremboursés, je vous montrais tout à l'heure la courbe avec l'amyloïde et le taux qui s'accumule bien avant qu'on ait les signes cliniques. Et donc c'est vraiment à ce moment-là qu'il faudrait intervenir. Aujourd'hui, les essais cliniques qu'on fait, ils sont faits à des stades. On propose en fait aux patients de participer à ces essais cliniques à des stades de plus en plus précoces. Avant, on proposait à des personnes qui avaient déjà certains troubles cognitifs. Après, on a dit, non, on va plutôt proposer, on a vu qu'il y avait des tendances à d'une certaine efficacité, mais surtout chez les personnes qui avaient des troubles très légers. Donc plus ça va, plus les industriels, en fait, qui nous proposent ces traitements, se rapprochent de stades très très légers. Jusqu'au point où aujourd'hui, on a des essais, alors nous on ne les fait pas, mais je sais qu'à Paris, notamment à l'Institut Salpêtrière, ils font cet essai-là. Ils proposent à des personnes qui ont des antécédents familiaux donc de maladie d'Alzheimer, sans savoir si les personnes qui participent auront cette maladie, mais juste, ils ont des facteurs de risque. Donc on propose à des personnes qui ont des facteurs de risque de prendre un traitement anti-amyloïde et de voir si ça va les protéger, en fait. En fait, la question que vous me posez, mais pour les autres traitements qui sont déjà mis sur le marché. Donc ça fait partie de ces théories qui disent, puisque la seule façon de bloquer, c'est d'intervenir avant, mais qu'on n'a pas encore de signe clinique, et la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est de voir si, quand on a des facteurs de risque, parce que si on les donne avant, finalement, on développe rien. Alors, éthiquement parlant, ça a mis beaucoup de temps à aller en France, parce qu'en France, on fait très attention, on n'est pas là pour soigner des gens qui ne sont pas malades. Donc on ne va pas risquer de donner des traitements avec des effets secondaires quand même assez importants. Ces traitements, alors pas ceux qui sont sur le marché, mais ceux qui sont en cours de développement, il y a quand même un certain risque à les prendre. Des risques vasculaires, voilà, c'est quand même pas quelque chose d'évident. Alors après, c'est toujours le facteur à peser, bénéfice-risque. Est-ce qu'on peut freiner de façon significative la maladie aux dépens de certains critères. Alors après, à mon avis, mais c'est vraiment très personnel, moi je pense que si on avait plus, s'il faudrait une certitude de savoir qu'on va le développer, j'aurais tendance à dire que oui, en prévention, de pouvoir finalement protéger, en fait, ça aurait un effet neuroprotecteur de prendre ce traitement en amont. Mais alors là, il faudrait aussi pouvoir en discuter avec des médecins. Moi je ne suis pas médecin. Et cet avis clinique sur le fait de prendre ces traitements, de savoir si ça peut être sans effet et puis éventuellement protégé, parce que le but c'est soit, ce qui serait bien, ce serait que soit ça fait rien, soit ça protège. Mais je ne sais pas si de prendre ces traitements alors qu'on n'est pas malade, est-ce que ça ne peut pas dégrader la situation, je ne sais pas. Donc c'est discutable. C'est discutable. Sachant que, en plus, comme je vous le disais, maintenant les traitements à l'essai, on les propose à des personnes qui n'ont rien, qui ont juste des risques de développer. C'est à débattre. Je vais y aller. Donc, il y a je sais pas, à 30-40 ans, plusieurs personnes m'ont parlé de Sir Neville Mott. C'est un physicien anglais qui a eu le prix Nobel pour des travaux sur les semi-conducteurs. Et il avait Alzheimer le matin. Le matin? L'après-midi, c'était Sir Neville Mott, prix Nobel. Ça m'a été dit de plusieurs personnes qui le connaissaient.
Je posais la question à chaque fois que je rencontre un toubib. Je ne suis pas tout ça. Il y a une séparation. Je ne sais pas. Bon, Une fois que Curieux. d'avoir cette dichotomie, d'avoir une partie du cerveau qui... Il y a peut-être une partie sur le protégé. Peut-être. Par l'activité. Encore une fois, c'est pas... Enfin, ça dépend après le stade de la maladie, ça dépend quelle zone est touchée. Oui, On n'a pas tous... il a fini par être complètement atteint. Voilà, mais non, mais on peut avoir une grande... Il y a une grande variabilité, hein, parce que tout à l'heure aussi on voyait des échelles, on dit ça se développe, il y a une progression sur 10 ans, mais on peut progresser beaucoup plus vite, surtout aussi on peut progresser beaucoup plus lentement. On n'a pas tous les mêmes facteurs, on n'a pas tous la même mémoire, on n'a pas tous la même façon de voir, de comprendre les choses, donc, et puis pas tous les mêmes zones qui sont touchées. Donc peut-être que cette personne-là, pendant un certain temps, a su préserver la zone qui lui a permis d'aller jusqu'au prix Nobel et sans que les autres soient touchés. Autre question? Oui, madame. À mon avis, la seule certitude en tant que médecin, c'est d'avoir l'intérêt de l'hygiène de vie. Pour moi, c'est capital. 40 ans de carrière, j'ai toujours vu des gens âgés mieux se porter, mieux se sentir, être mieux dans leur peau, ceux qui avaient une hygiène de vie. Je crois que c'est capital à rappeler. On mange trop gras, on ne marche pas. La télé nous envoie comme on a parlé, des messages terribles sur le plan émotionnel. On se retrouve seul. Je pense que c'est la seule chose en fait qui est indiscutable, parce que en tant que médecin, moi j'ai jamais vu un traitement marcher pour... je ne suis pas un spécialiste de l'Alzheimer, j'ai jamais vu un traitement marcher pour l'Alzheimer. Bon, les recherches, bien sûr, vous vous dites, madame, c'est votre travail, c'est remarquable, vous allez peut-être nous trouver des choses absolument sensationnelles dans les années qui viennent. Il faut rappeler aussi que les recherches sur le cerveau se développent de façon considérable, notamment aux États-Unis, où ils ont un budget considérable pour toutes les maladies neurodégénératives. Et moi, j'insiste beaucoup sur l'hygiène de vie, la richesse des contextes sociaux, et comme vous l'avez dit, aimer les activités de loisirs. C'est mon expérience, voilà, une modeste expérience. Merci beaucoup.